la une ce soir, Josette Borrell-Lincertin était en visite de terrain ce matin dans la commune de Pointe-Noire. Il était question d'analyser les dossiers potentiellement éligibles au fonds d'aide aux communes. Le reportage d'ATV Guadeloupe est à venir. Et retour sur cette journée nationale de commémoration aux victimes de l'esclavage. Une cérémonie officielle a eu lieu dans la cour de l'université de la Sorbonne hier en présence de la nouvelle ministre de l'Outre-mer. Un moment placé sous le signe de la réconciliation. Et l'ADEME et la région Guadeloupe se lancent à la chasse au gaspillage. Des solutions techniques performantes pour économiser l'énergie et éviter toute forme de gaspillage ont été présentées aux hôteliers et aux propriétaires de gîtes. Notre reportage dans un instant. Et le salon des éditeurs de livres scolaires pour le second degré s'est ouvert ce matin à la bibliothèque Paul Mado de Bémao. Une édition particulière dans ce contexte de réforme dans l'éducation nationale. Les enseignants avaient hâte de découvrir les manuels mis à leur disposition cette année. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. La présidente du conseil départemental poursuit ses visites de terrain. Ce matin, Josette Borrell-Lincertin s'est rendue dans la commune de Pointe-Noire. L'objectif de ce déplacement, analyser les projets potentiellement éligibles au fonds d'aide aux communes appelé le FAC. Reportage Isabelle Hamou. Table ronde et grande concertation sur les différents travaux à mener à Pointe-Noire. Ceux-ci sont potentiellement éligibles au fonds d'aide aux communes du département. On a vu aussi la mise en sécurité de certains bâtiments, par exemple la mairie annexe pour l'accessibilité. Nous avons vu aussi le CECAS qu'il faut obligatoirement rendre accessible parce que nous savons que les gens qui viennent nous voir, ce sont des gens qui ont besoin d'être accueillis dans de bonnes conditions. Faciliter aussi l'accès pour les personnes qui ont un handicap. Donc aujourd'hui, c'est une visite, je dirais, un peu complète des problèmes que nous aurons ensemble à gérer avec Monsieur le maire. Pour la plupart, nous avons déjà envisagé avec Monsieur le maire, c'est lui qui aura à gérer son enveloppe. Si le marché de la ville a été rénové, du côté de la piscine municipale, tout est à refaire. C'est une belle piscine qui date, qui a un certain âge, comme on dit, un peu plus de 30 ans, et qui nécessite certainement vraiment un lifting, pour employer un mot complet, mais des travaux donc assez importants pour redonner la piscine aux jeunes, aux moins jeunes. Des travaux de mise en conformité qui pourront rebooster les activités sportives des écoles et associations. C'est un équipement qui rend service à nos enfants du primaire, mais surtout le collège et le lycée qui y fréquentent, et une forte population de nos aînés qui ont pas mal d'activités au niveau de la piscine. Nous ne pouvons pas traîner, il faut faire rapidement les travaux de ne pas pénaliser tout ce monde-là. Et en plus, nous allons arriver vers la période des vacances, il faut y profiter pour que nous puissions faire une meilleure entrée scolaire en 2017-2018. À l'instar des communes déjà visitées, le conseil départemental place en priorité la sécurité aux alentours des établissements scolaires, mais aussi sur les routes départementales. Et nous l'avons évoqué hier, le mardi 23 mai était la journée nationale de commémoration des victimes de l'esclavage. Elle a pour but de rendre hommage non aux abolitionnistes, mais aux esclaves eux-mêmes. Une revendication du comité de la marche de 1998 qui avait organisé hier plusieurs manifestations en région parisienne, dont un concert populaire place de la République à Paris. Solène Boissé. Là, on a les noms qui ont été donnés aux anciens esclaves. Première journée de commémoration nationale et première sortie officielle. Par sa présence, la ministre des Outre-mer a donné une dimension nouvelle à la symbolique du 23 mai, car désormais cette mémoire des victimes de l'esclavage est reconnue par l'État. C'est important pour moi, cette histoire, l'Outre-mer est attachée à cette histoire, est attachée à ce que cette histoire soit connue, mieux connue de l'ensemble de la France, mais aussi le lien avec l'international. Et être là aujourd'hui, c'est aussi dire que nous avons un travail encore à mener. Un travail à mener, et notamment celui de la réconciliation. C'est en tout cas la volonté du CM98 qui a créé sa propre fondation en partenariat avec certains descendants de colons comme Bernard Ayotte et Éric de Lucie. J'ai compris que nous, qui n'avons pas été placés par l'histoire dans la même position que les esclaves, nous avions un rôle important à jouer. Mais le 23 mai, c'est surtout une fête populaire célébrée depuis 19 ans. Et comme chaque année, ils sont nombreux à venir chercher une trace de leurs aïeux
dans les archives recueillies par le CEM 98. Vous avez trouvé quelque chose? J'ai cherché au nom de maman, j'ai pas trouvé, mais là je suis étonné parce que je trouve, j'ai bien trouvé le nom de mon père. C'est quelque chose qui est assez émouvant quand même, c'est assez significatif pour moi. Pour moi, je peux mettre déjà un prénom sur un nom, un prénom, un âge également. Sandy, elle, n'est pas venue dans cette optique. En cherchant d'autres noms, elle est tombée sur le sien par hasard. Là, j'ai retrouvé mon nom de famille que j'ai actuellement, qui est du côté Carbet, le Char. Voilà. Et je suis surprise. Pour sa première journée officielle, le 23 mai a accueilli environ 1000 personnes place de la République. Mais l'année prochaine, ce sera les 170 ans de l'abolition de l'esclavage. Alors ils comptent bien marquer le coup et ils espèrent une plus forte mobilisation populaire, mais surtout politique. Et nouvelle affaire qui fait grand bruit en Martinique. 2 salariés de l'Office du tourisme de la commune de Sainte-Anne sont menacés d'expulsion à cause d'un cafouillage entre la mairie et l'Espace Sud, l'endroit où ils travaillent. L'affaire a été récupérée par le comité des citoyens du Sud qui entend faire valoir les droits de ces employés qui n'ont pas été payés depuis 17 mois. Alizé Lutran, Alouine Courcy. Voilà 17 mois que la secrétaire et la directrice de l'Office de tourisme n'ont pas touché leur salaire. Après avoir porté plainte et obtenu gain de cause au prud'homme, les 2 femmes n'ont toujours pas reçu leur versement. Et pour couronner le tout, dans 2 semaines, elles devront quitter les lieux. Les salariés pointent du doigt la gestion de Jean-Michel Gémieux, l'actuel maire de la ville. Il n'a pas versé la subvention de 2015 volontairement. Il dit qu'il n'y a pas d'argent. Il a fait des travaux à nos côtés, il en fait encore. Le maire Garcé Malsa a fait un bâtiment pour le CCAS et le Credos neuf, l'espacement ville. Et aujourd'hui, il nous expulse pour nous dire qu'il a besoin de ces locaux pour le CCAS et le Credos. Les employés se disent aujourd'hui au bord du burn-out. Il faut venir travailler chaque matin, recevoir le public toujours avec le sourire et toujours porter la bonne réponse, même si dans la tête, ça ne va pas. Depuis l'application de la loi NOTRe au 1er janvier 2017, la compétence tourisme revient aux communautés d'agglomération. L'Espace Sud aurait dû reprendre la gestion de l'Office de tourisme de Sainte-Anne. À ce jour, la transition n'aurait toujours pas été faite. Ça a été réglé dans les 2 autres CACEM. Ce n'est qu'à l'Espace Sud qui a ce problème d'ambiguïté. Nous, on essaie de comprendre parce qu'il y a une loi qui a été votée. Normalement, l'Espace Sud doit reprendre les salariés avec l'actif et le passif. Monsieur Gémieux nous dit que ce n'est pas de son fait. Monsieur Larcher nous dit que ce n'est pas lui. Justement, nous ne savons pas par quelle sauce nous allons être mangés. Le comité citoyen du Sud de défense des intérêts des contribuables s'empare aujourd'hui du dossier. Le maire de la ville aurait également demandé à ses employés le remboursement de 100 000 € de frais de fonctionnement de la structure, montant exact de la subvention non perçue. La subvention a été toujours donnée, puis subitement, dès l'arrivée de M. Gémieux, dès l'arrivée du conseil municipal, ils ont décidé d'arrêter de donner cette subvention-là. Moi, nous disons que qu'ils le veulent ou pas, il faudrait qu'ils maintiennent cette subvention pour justement régulariser la situation des 2 salariés. Pour le comité, il est urgent que la municipalité et la communauté d'agglomération s'accordent. Ce que nous voulons, c'est qu'une discussion puisse être mise autour d'une table pour voir comment Espace Sud récupère le personnel et comment la mairie puisse justement régulariser la somme, donc puisqu'il y a une convention signée, la somme qu'ils doivent à l'office. Après plusieurs tentatives, le président de l'Espace Sud et le maire de Sainte-Anne sont restés injoignables. Le comité de citoyens appelle l'ensemble des contribuables du Sud à se rassembler lundi prochain pour soutenir les salariés de l'Office de tourisme de Sainte-Anne. Après avoir obtenu en 2008 une dérogation de l'État pour construire sur la zone de Grand-Bay, considérée alors comme une zone à haut risque selon le plan de prévention des risques naturels appelé le PPRN, le maire de la ville du Gosier, Jean-Pierre Dupont, a finalement reconsidéré ses choix. Depuis plusieurs mois, son nouveau projet de réaménagement soulève un tollé de la part d'une partie des habitants du quartier, farouchement opposés à l'idée de quitter la zone. Au lendemain d'un mouvement d'humeur à la mairie du Gosier, Jean-Pierre Dupont, pour la première fois, répond à ses détracteurs. Nous l'avons rencontré, on regarde. Ce projet est vieux de 23 ans. Mon prédécesseur avait initié ce projet. Il s'est écoulé 23 ans.
Pour des raisons techniques, juridiques, administratives, on a perdu du temps, ça n'a pu se faire. Aujourd'hui, 23 ans après, le PPRN, le plan de prévention des risques naturels, qui est un document évolutif. Aujourd'hui, ce document ne permet pas cette opération sur Grand-Bay. J'ai cherché une solution intermédiaire pour reloger les Grand-Baysiens et non pas pour les expulser. Parce que c'est bien beau d'employer des mots forts. On expulse. Quand on expulse, on abandonne les gens. Je n'expulse personne. J'ai fait une proposition intermédiaire. Cette proposition ne semble pas convenir. Je dis ne semble pas convenir à l'association, parce que je ne sais pas s'il représente la totalité des Grand-Baysiens. S'il représente la totalité des Grand-Baysiens, et s'il refuse cette solution intermédiaire, et qu'ils me disent qu'ils veulent rester sur le site à Grand-Bay, mais ça ne me pose aucun problème. Le projet que j'ai proposé il y a quelques mois semble ne pas convenir. Alors si ça ne convient pas, et que eux, ils veulent coûte que coûte rester sur le site, c'est aussi une solution. Mais il faut ajouter que s'ils restent sur le site, de bien comprendre que l'opération RHI ne peut être réalisée sur le site parce que le PPR ne l'autorise pas et que l'État ne va pas financer à 80%. Donc s'il n'y a pas l'État qui finance à 80%, si je ne peux pas délivrer de permis de construire, je voudrais bien qu'on m'explique comment faire. Monsieur Gobi a affirmé que Mme Gabrielle Louis-Carabin, qui est maire du Moule, également élue de la collectivité d'agglomération, leur a apporté leur soutien. Est-ce que ça vous dérange? Je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Et que si nous tenons une réunion en présence du sous-préfet, de Mme Carabin, il a dit que le secrétaire général de la préfecture lui a dit que dès que le maire est d'accord, on fait. Ce sont des mensonges. Le sort de Grand-Bay dépend de ce que les Grand-Baysiens veulent faire pour Grand-Bay. Moi, je fais une proposition que je pense être une proposition saine, humaine, qui consiste à sortir les Grand-Baysiens de l'insalubrité et de l'insécurité. Si on laisse le Grand-Bay en l'état, il faut bien qu'on comprenne que Grand-Bay deviendra une zone insalubre, où l'insécurité va s'y installer, la prostitution, et ça sera une zone d'économie souterraine avec tout ce que cela comporte. Le problème de Grand-Bay a été aujourd'hui adopté par des politiciens, des gens qui sont en campagne, qui sont candidats aux élections législatives, dans la 3e et dans la 2e, par la CGTG, des gens qui ne connaissent rien à ce projet, qui racontent n'importe quoi. Si je me pose la question, si ces gens responsables se disent responsables, et pour la Guadeloupe de demain, je dis pauvre Guadeloupe, ils parlent de projet, ensuite ils me disent que je vais faire un projet pour construire, pour faire des logements de standing, pour reloger mes amis. Je leur répète que c'est de la stupidité, qu'il n'y aura aucun logement sur Grand-Bay, de logement d'habitation, dans le cadre d'un réaménagement. Donc voilà la situation, la vérité, la stricte vérité, et il n'y a que cette vérité. On pourra faire 10 000 réunions, on n'en sortira pas de cette vérité. Et demain, nous recevrons sur ce plateau Raymond Gobi, le président de l'association des habitants de Grand-Bay, qui sera également appelé à s'exprimer sur ce sujet. Et hier, pendant un peu plus de 3 heures de débat, une partie des candidats aux élections législatives dans la 2e circonscription était invitée dans l'émission Réponse, présentée par Jacques Canval et Karen Brun. Il n'y a pas moins de 26 prétendants à la députation, rien que pour cette circonscription. Que pensez-vous du nombre de candidats aux législatives? Isabelle Hameau et Patrick Curie vous ont posé la question. On regarde. Il y en a vraiment trop. Si 82 candidats, c'est une perte de voix, c'est une dispersion de voix inutile. Ils devraient se mettre d'accord et à ce moment-là, sur chaque canton, avoir 1 ou 2 candidats. Voilà, c'est ce que moi je pense. Mais je pense que là, il y en a vraiment trop et que les voix vont se disperser. Et puis, on va revenir au 2e tour et toujours, j'espère qu'il y en aura moins.
Oui, c'est énorme puisque pour une élection qui d'habitude ne rassemble pas beaucoup de candidats, là on voit qu'il y en a pléthore. Est-ce que c'est peut-être parce que les maires ne se représentent pas? Parce que tout le monde veut préparer 2020, les municipales? Je ne sais pas, mais ça fait beaucoup. Vous ne pensez pas qu'il y a un attrait particulier pour la politique? Ce serait pourquoi? Je pense que, il y a un attrait peut-être pour la politique, mais peut-être qu'il y a beaucoup d'avantages à occuper cette fonction. Je pense que ça doit être tout ça. Et puis le fait que la loi sur le cumul des mandats intervient, ça fait qu'il faut quand même beaucoup plus de monde, beaucoup plus de postes. Donc 82, c'est juste honteux. En plus, moi j'en ai 22 ou 24 sur la 3e circonscription. J'hésite à l'abstention parce que je ne sais absolument pas pour qui voter. Personne ne sort du lot plus qu'un autre. Je pense que c'est un peu vers ça qu'on va aller. Moi, je me dis que s'il y a 82 candidats, c'est soit il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à la politique, soit il y a beaucoup de monde qui veulent diriger la Guadeloupe. Donc 82, ça veut dire plus de programmes, plus de solutions, etc., etc. Donc pour une petite Guadeloupe comme ça, il faudrait un petit peu songer à se lier. Oui, un rapport créole, il y en a les autres, arrêtez, courir comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour la Guadeloupe? On se demande est-ce qu'ils n'essayent pas de profiter du buzz d'Emmanuel Macron pour que tout le monde essaie de se lancer en disant oui, on représente le peuple, mais pourquoi attendre 2017 quoi? C'est ça que je pense. Il faudrait peut-être qu'il y ait des rassemblements plutôt que... Plutôt des rassemblements au lieu que chacun essaye de mener sa petite barque. Et dans le reste de l'actualité, le salon des éditeurs de livres scolaires pour le second degré s'est ouvert ce matin à la bibliothèque Paul Mado à Bemao. Un moment très attendu par les enseignants. Reportage Karen Diama. Comme chaque année, le Salon du Livre permet aux professeurs de découvrir les nouveautés en termes de manuels scolaires. Depuis l'année dernière, il y a une grande réforme qui a été mise en place. Donc effectivement, les enseignants ont besoin de manuels et ils ont besoin aussi de guides pour leur expliquer un petit peu notre démarche. Donc c'est pour ça effectivement que nous faisons ce salon pour accueillir les enseignants et leur montrer qu'est-ce que nous avons de nouveau à leur proposer pour qu'ils puissent pouvoir travailler durant l'année dans les meilleures conditions. Ici, 9 éditeurs ont proposé des manuels éducatifs allant de la 6e à la terminale. L'enseignant, effectivement, il décline sa matière. On lui fait des propositions par rapport à sa matière, donc ce qu'on a sorti. On lui explique un petit peu la pédagogie, le fil conducteur de nos ouvrages. Et ensuite, effectivement, s'il est intéressé, on lui donne la marche à suivre s'il y a adoption dans l'établissement pour qu'il puisse justement avoir en plus des supports supplémentaires pour pouvoir travailler. Depuis quelques années, avec le succès des nouvelles technologies, certains éditeurs proposent des supports innovants. Nous savons pertinemment que les élèves sont très axés sur le numérique. Donc ça veut dire que tous les supports papier que nous avons, tous les manuels aujourd'hui ont une version numérique. Donc un enseignant qui va adopter chez Atier, chez Didier ou chez Fouché un manuel en papier, automatiquement il aura une licence numérique gratuite pendant un certain nombre de temps. Donc ça veut dire que tous nos supports papier sont aussi en version numérique. Chaque année, le Salon du Livre propose aux enseignants des dizaines de manuels adaptés à leurs besoins et à ceux de leurs élèves. Et restez avec nous sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous le verrons, l'ADEME et la région Guadeloupe tentent de lutter contre le gaspillage alimentaire dans le secteur du tourisme. Et puis la Guyane a remporté le clap de bronze pour la 10e édition du concours. Je filme le métier qui me plaît. Comment mieux gérer les déchets et limiter le gaspillage alimentaire dans les établissements hôteliers? C'était l'enjeu d'une rencontre organisée ce matin au WTC à Jarry-Bemao par l'ADEME et la région Guadeloupe. Karen Diama était sur place. Permettre aux hôteliers et aux propriétaires de gîtes de faire des économies d'énergie par le biais de dispositifs relativement simples, tel est l'objectif que s'est fixé l'ADEME et la collectivité régionale. Donc il peut rénover sa clim, il peut mettre de l'isolation, protéger ses façades, même les équipements de cuisine, restauration sont aussi des dépenses qui sont éligibles à nos dispositifs. Vous l'aurez compris, en plus de proposer des solutions techniques existantes, des dispositifs régionaux et européens sont mis en place pour soutenir les coûts engendrés par cette transition énergétique. S'ils mènent des actions, si aujourd'hui, lors de la rénovation de leurs logements et de leurs hôtels,
Bien évidemment, c'est à maintenant qu'il faut penser à l'énergie renouvelable. C'est maintenant qu'il faut penser à corriger cela de telle manière qu'ils puissent obtenir une marge suffisante pour que justement il y ait un intérêt de faire de l'hôtellerie et surtout aujourd'hui d'être en mesure de recevoir beaucoup plus de tourisme. Pour bénéficier de ces dispositifs d'accompagnement financier, aucun critère n'est requis. Il faut solliciter le Conseil régional, l'ADEME et les fonds européens pour pouvoir bénéficier de ces aides qui sont très intéressantes sur les mesures de performance énergétique puisqu'on peut financer à hauteur maximum de 65% sur tout ce qui est mesures de performance énergétique. Pour la collectivité régionale, le montant de l'aide s'élève à 50 000 €. Passé ce montant, le FEDER prend le relais. Et il s'agissait, vous l'avez bien compris, d'une chasse plutôt à l'économie d'énergie concernant la transition énergétique. Au même moment, la maire de la ville de Bemao, Hélène Polifonte, signait aussi une convention, mais cette fois avec EDF Archipel Guadeloupe, pour réduire les consommations d'énergie de la ville en matière d'éclairage public. Nathalie Dinane, Patrick Curie, Moïse Dexter. C'est dans le cadre de son programme de transition énergétique que la ville de Bemao a signé avec EDF Archipel Guadeloupe une convention destinée à réduire sa consommation d'électricité. Elle devrait passer de 50 à 70%. C'est une convention pluriannuelle, donc l'objectif c'est d'être accompagné par EDF pour nous inciter, par certaines mesures aussi financières, à réduire le plus possible nos consommations d'énergie. Donc sur les éclairages publics avec des ampoules LED au lieu des ampoules actuelles, faire un audit de nos bâtiments de manière à chercher des failles pour y pallier. Voilà toutes les actions que nous allons faire. Le co-signataire de cette convention apporte toute son expertise logistique et son savoir-faire à travers le label Agir Plus, permettant ainsi d'aider financièrement la ville à hauteur de 2,7 millions d'euros. On a déjà accompagné la ville sur la phase amont qui a abouti à cette convention, puisque mes services en termes d'efficacité énergétique ont accompagné la ville. Et on va pouvoir financièrement accompagner les travaux qui vont se durer à peu près 2 ans à partir de début 2018. Concrètement, constitué à changer les lampes actuelles par des lampes des LED qui vont consommer 2 fois moins, donc ça a évidemment une plus-value importante au niveau de la transition écologique. Et puis en général, il y a aussi les armoires électriques à refaire pour avoir une meilleure performance de pilotage. Pour la ville de Bemao, il était plus que nécessaire de diminuer sur la facture énergétique qui alourdit son budget, qui grâce à tous ces changements devrait réduire la note de 50%. Nous avons, pour répondre aux enjeux, aux besoins de notre population, nous avons beaucoup travaillé sur l'extension des différents réseaux. Nous avons également des lotissements privés qui sont devenus patrimoine de la collectivité et donc ça a créé un certain pic. Nous nous sommes dit qu'il ne faudrait quand même pas en rester là et qu'il faudrait travailler à la diminution de la consommation d'énergie. Et c'est en ce sens que nous avons voulu ce partenariat fort avec EDF. Un projet d'envergure. À la fin de cette opération, la ville aura réalisé une économie d'énergie qui correspond à la consommation de 600 foyers guadeloupéens pendant une année. Et la culture du couac, c'est le nom du court-métrage réalisé par des élèves du collège Tel Eboué de Saint-Laurent en Guyane. Un film qui leur a valu le clap de bronze au concours « Je filme le métier qui me plaît », un challenge national dont la remise des prix a eu lieu hier à Paris. Reportage Stéphane Alexandresco. C'est au Grand Rex, à Paris, dans la plus grande salle de cinéma d'Europe, que les lycéens de toute la France sont conviés pour la remise des prix du concours « Je filme le métier qui me plaît », patronné par l'Éducation nationale. Chaque lycée en compétition présente un film de 3 minutes, réalisé par les lycéens sur un métier de leur choix. Les collégiens du collège Eugénie Tel Eboué de Saint-Laurent-du-Maroni, encadrés par leurs professeurs, ont présenté le leur sur le thème de l'alimentation et de la culture du couac. Alors ils ont choisi une thématique qui s'appelle le couac, puisqu'ils étaient sensibilisés par l'alimentation dans un premier temps. Et aujourd'hui, ça a suscité des vocations, puisqu'on a des élèves qui non seulement souhaitent devenir ingénieurs agroalimentaires, mais également ils souhaitent être cadreurs, réalisateurs, on a de tout. Ce film présente le processus de fabrication du couac issu de la racine de manioc comme produit naturel, sans pesticides et plein de vertus curatives. Le cancer vient des produits que nous mangeons et nous voyons que nous mettons des choses toxiques. Le couac, c'est un produit où on ne met pas des choses toxiques et
dans notre film, il y avait une doyenne française qui a vécu plus de 100 ans et elle mangeait quasi quotidiennement du quack et son poisson. Et c'est une bonne nourriture pour nous et nous donne beaucoup d'énergie et une longue vie. Les 15 élèves de Guyane ont pris place dans la grande salle du Rex avec l'espoir d'en repartir avec un prix. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Le niveau de l'alerte rouge est maintenu par la préfecture et par Guader en raison de la présence de ces brumes de sable encore dans notre atmosphère. Et puis la préfecture et la sous-préfecture seront exceptionnellement fermées demain avec une réouverture prévue le vendredi 26 aux horaires habituels. Alors, le SIAC vous informe qu'un relevé des compteurs des administrés aura lieu dans les communes de Goyave et du Gosier à compter d'aujourd'hui jusqu'au lundi 19 juin. Toutes les informations sont disponibles à leur numéro. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe, l'information continue dans un instant avec Eddie Planté pour Questions Directes.